L'espace semble calme, immobile, une mer infinie d'obscurité et de silence, où aucune brise ne souffle et où aucun son ne se propage. Mais cette tranquillité n'est qu'une illusion. Au cœur du cosmos, tout est en mouvement. Les étoiles naissent, meurent et explosent en vagues d'énergie. Les planètes tournent, les comètes traversent des chemins invisibles et des millions de fragments de pierre et de métal errent sans destination fixe. Le calme de l'univers n'est que le masque d'un chaos absolu. Un chaos qui, à tout instant, peut choisir la Terre comme cible. À chaque seconde, la planète est frappée par des débris spatiaux. De minuscules grains de poussière cosmique, vestiges d'anciennes collisions, tombent sur nous comme une pluie invisible. La plupart se désintègrent avant de toucher le sol. Ce sont des étincelles qui deviennent des étoiles filantes, déchirant l'atmosphère et brûlant dans le frottement de l'air. Mais de temps à autre, quelque chose de plus grand s'approche. Une roche dense, froide et implacable, mesurant plusieurs kilomètres de diamètre, traverse l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Quand cela se produit, la ligne entre la vie et la destruction devient d'une finesse effrayante. La Terre a déjà été frappée. Chaque montagne, chaque désert et chaque océan portent les cicatrices de ces rencontres. Il existe des cratères de centaines de kilomètres de diamètre cachés sous les forêts et les mers. Chacun marque un instant où la planète a failli cesser d'exister. Les scientifiques le savent car ils ont trouvé des traces chimiques et géologiques d'anciens impacts, des métaux fondus, des couches de poussière cosmique et des traces d'iridium, un élément rare presque absent de la croûte terrestre. Ces marques racontent une histoire de feu, de poussière et de renaissance. Mais ce qui effraie le plus, c'est de comprendre qu'il n'existe aucune protection absolue. La Terre voyage autour du Soleil, comme une cible en mouvement. En tournant, elle croise la trajectoire de milliards d'objets errants. Fragments de lunes détruites, restes de planètes mortes, blocs de glace fossilisés et astéroïdes portant les échos d'un passé violent. L'espace est un champ de bataille silencieux où les lois de la gravité décident du destin des mondes. Et nous, les êtres humains, vivons au milieu de tout cela, sur une sphère de roche recouverte d'une fine couche d'atmosphère, si fragile qu'un seul impact pourrait la faire disparaître. L'astéroïde 3I Atlas fait partie de ces voyageurs, une montagne cosmique de métal et de pierre tournant sur elle-même, possédant une masse colossale et une trajectoire qui le maintient à distance. Pour l'instant, il n'est pas seul. Des centaines de corps semblables traversent la région du système solaire, située entre Mars et Jupiter, là où la ceinture d'astéroïdes s'étend comme une frontière irrégulière. Ce sont les vestiges de la formation de notre système, des fragments d'une planète qui n'a jamais vu le jour. Chacun d'eux est un survivant de milliards d'années de collisions et de destruction, et le 3I Atlas est l'un des plus anciens. Les télescopes l'observent depuis des décennies. Son orbite est stable, mais l'univers, lui, est instable par nature. De petites forces invisibles, la pression du rayonnement solaire, la gravité des planètes, les micro-collisions, peuvent modifier sa trajectoire de manière presque imperceptible. Une fraction de degré, une différence infime dans l'angle, et ce qui était autrefois une orbite sûre, peut devenir une route fatale. C'est ainsi que le destin change dans le cosmos, silencieusement, avec une précision mathématique et une conséquence inévitable. Imaginez le vide, l'obscurité infinie, et au milieu d'elle, une sphère bleue, la Terre, tournant paisiblement, sans savoir qu'un corps se déplace dans sa direction. Un monstre de centaines de billions de tonnes, voyageant à une vitesse que l'esprit humain peine à concevoir. La collision entre les deux ne serait pas seulement un événement, ce serait à la fois un commencement et une fin, une renaissance à travers la destruction, comme cela s'est déjà produit tant de fois dans l'histoire géologique du monde. Les scientifiques appellent cela une inévitabilité statistique. À l'échelle du temps cosmique, les impacts de grande magnitude ne sont pas une question de si, mais de quand. L'univers ne connaît ni pitié ni exception. Il ne fait que suivre ses lois. À chaque orbite, à chaque révolution, la probabilité qu'un de ces géants croise le chemin de la Terre augmente. Cela peut être dans 1000 ans, cela peut être demain. La différence, pour le cosmos, est insignifiante. Pendant que vous écoutez ce récit, la planète traverse une région de l'espace remplie de particules, laissées par d'anciens comètes. Des milliers de fragments minuscules brûlent dans l'atmosphère à cet instant même, illuminant le ciel nocturne de traînées éphémères. Chacun d'eux nous rappelle à quel point l'équilibre entre la vie et la destruction est fragile.
Le même univers qui a créé les conditions parfaites pour la vie humaine porte en lui la force capable d'effacer tout ce que nous connaissons. Le silence de l'espace n'est pas le vide. C'est le son de l'éternité attendant son prochain mouvement. C'est le souffle de quelque chose de bien plus grand que nous, avançant avec la lenteur des âges et la précision d'une horloge invisible. Et au sein de ces engrenages cosmiques, le 3i Atlas poursuit sa route, lointain, observant, peut-être attendant simplement le moment de toucher à nouveau la planète bleue. L'astéroïde 3i Atlas est né il y a des milliards d'années, à une époque où le système solaire n'était encore qu'un nuage turbulent de poussière, de gaz et de feu. Le Soleil était jeune, et autour de lui tourbillonnaient des vortex de matière en collision constante. Chaque impact fusionnait des particules, et de ces chocs naquirent les premiers corps solides. C'est ainsi que sont nées les planètes, les lunes et aussi les astéroïdes, des fragments qui n'ont jamais trouvé la stabilité nécessaire pour devenir des mondes. Le 3i Atlas est l'un de ces fragments anciens, un vestige d'une construction cosmique jamais achevée. Il habite la ceinture d'astéroïdes, vaste région située entre Mars et Jupiter. Là, des milliards de roches tournent en silence, formant une frontière chaotique entre les planètes rocheuses et les géantes gazeuses. Beaucoup croient que cette ceinture provient d'une planète détruite, mais la science révèle quelque chose de plus fascinant. Cette planète n'a jamais existé. La force gravitationnelle de Jupiter a empêché la matière de s'unir, dispersant les fragments et les piégeant dans des orbites éternelles. Le 3i Atlas, avec sa masse colossale, est l'un des survivants de cette époque primordiale, un témoin silencieux de la naissance du système solaire. Mesurant environ 150 km de diamètre, le 3i Atlas est une montagne cosmique composée de roches métalliques et de silicates. Son noyau contient du fer et du nickel, les mêmes éléments qui forment le cœur de la Terre. Il tourne lentement sur lui-même, suivant une orbite elliptique et stable autour du Soleil. Sa surface présente des vallées profondes, des fissures semblables à des cicatrices et des cratères si vastes qu'ils pourraient engloutir des villes entières. Chacun d'eux est la marque d'une collision passée, le résultat de milliards d'années passées à errer entre forces invisibles et impacts constants. Les astronomes affirment qu'ils ne reflètent qu'une infime fraction de la lumière solaire. Cela le rend sombre comme du charbon, une ombre mouvante dans l'espace. Sa brillance est si faible que, depuis la Terre, seuls des télescopes d'une extrême sensibilité peuvent le détecter. Le nom Atlas n'est pas un hasard. Comme le titan mythologique portant le ciel sur ses épaules, cet astéroïde soutient le poids de l'histoire du cosmos, la mémoire physique de la naissance des mondes. Mais ce qui intrigue vraiment les scientifiques, c'est sa composition. Des analyses spectroscopiques montrent que le 3i Atlas contient des traces de minéraux hydratés, indice qu'à un moment très lointain, il a pu abriter de la glace. Cela suggère qu'au commencement du système solaire, l'eau circulait dans des régions bien plus chaudes qu'on ne le croyait. Cette découverte transforme notre compréhension de l'origine de la vie, car une partie de l'eau présente sur Terre pourrait provenir de corps comme celui-ci. Chaque impact des premiers millions d'années n'a pas seulement apporté la destruction, mais aussi les ingrédients de la vie. Pendant des milliards d'années, le 3i Atlas a voyagé sans hâte, suivant sa route entre Mars et Jupiter. Pourtant, l'équilibre cosmique est fragile. La gravité de Jupiter, d'une puissance écrasante, peut modifier légèrement les orbites des objets voisins, projetant certains vers l'intérieur du système solaire. Et c'est là que réside le danger. Un infime décalage, imperceptible à notre échelle, peut suffire à placer un corps de cette taille sur une trajectoire de collision avec la Terre. Un simple décalage de quelques secondes dans la position orbitale peut déterminer, dans des milliers d'années, le point précis d'impact. Le 3i Atlas est surveillé depuis des décennies, et son orbite semble sûre. Mais l'histoire du système solaire est pleine de surprises. Il y a déjà eu des corps qui, pendant des siècles, semblaient inoffensifs, avant qu'une légère perturbation gravitationnelle ne modifie leur trajectoire. Le cosmos est un système chaotique, où le hasard et la précision coexistent en équilibre. Et dans cet équilibre instable, un seul événement peut transformer une roche lointaine en arme planétaire. Imaginez un instant le moment de sa formation. Une mer de particules incandescentes, en collision et fusion, tournoyant autour d'un soleil nouveau-né. Des rayons cosmiques traversant l'espace, des vents solaires balayant des nuages de poussière et d'immenses explosions sculptant de nouvelles surfaces. Au milieu de ce chaos, le 3i Atlas a émergé comme un fragment solide, survivant à la chaleur, aux impacts et à la gravité.
Depuis, il tourne lentement, sans but propre, prisonnier d'une danse cosmique qui dure depuis des milliards d'années. Certains scientifiques croient que les astéroïdes, comme le 3I Atlas, sont des capsules temporelles, des archives intactes du commencement de tout. En eux se trouvent des minéraux, des composés organiques et des structures qui conservent l'état original de la matière ayant formé les planètes. Si un jour l'humanité parvient à y poser le pied, elle pourra toucher l'histoire première de la Terre. Elle pourra sentir dans ses mains la même matière qui a donné naissance à notre monde. C'est pourquoi, en étudiant le 3I Atlas, nous ne cherchons pas seulement à comprendre un risque, mais aussi nos propres origines. Et c'est précisément cette dualité qui le rend à la fois fascinant et dangereux. Le même corps qui porte la mémoire du commencement du système solaire pourrait un jour être l'agent de sa fin. Ce qui le maintient à distance n'est que la géométrie invisible des forces gravitationnelles. Une poussée microscopique, une collision mineure, un événement aléatoire dans le vide profond et tout change. C'est ainsi que naissent les cataclysmes cosmiques, lentement, silencieusement, imperceptiblement, jusqu'au jour où la lueur lointaine d'une roche obscure devient une lumière grandissante dans le ciel de la Terre. L'humanité a appris au fil du temps que le ciel n'est pas seulement un spectacle d'étoiles, mais aussi une carte de menaces invisible. Depuis que les premiers télescopes ont été tournés vers l'espace, les astronomes ont compris que la Terre vit au cœur d'un flux constant de roches, de poussière et de fragments gravitant autour du Soleil. Beaucoup passent inaperçus, d'autres sont observés, catalogués, nommés et surveillés comme des prédateurs endormis. Ainsi est né le regard humain sur le cosmos, un regard qui ne peut jamais cligner. Aujourd'hui, il existe des programmes de surveillance spatiale répartis sur toute la planète, fonctionnant jour et nuit. Des observatoires installés sur des montagnes isolées, des télescopes automatisés dans les déserts et des satellites dédiés au suivi scrutent chaque point lumineux en mouvement. Ils calculent les vitesses, les trajectoires et les probabilités. À chaque nouvelle détection, un numéro est attribué, une orbite simulée et un risque évalué. Ce sont des milliers de calculs incessants visant à prévoir ce que l'univers fera ensuite. Et pourtant, l'espace reste trop vaste et le temps trop court. La majorité des objets proches de la Terre sont petits et inoffensifs, mais il existe une catégorie qui inspire un véritable respect: les corps potentiellement dangereux. Ce sont des astéroïdes dont la trajectoire croise à un moment donné l'orbite terrestre à une distance inférieure à celle qui sépare la Terre de la Lune. Ces corps sont suivis avec une attention extrême, car une variation minime de leur route pourrait transformer une rencontre improbable en une collision inévitable. Le 3I Atlas ne fait pas encore officiellement partie de cette liste, du moins pas encore. Mais sa masse et sa position dans la ceinture principale en font un candidat à surveiller avec la même prudence qu'une étoile mourante prête à exploser. Les télescopes modernes peuvent détecter des objets d'à peine quelques mètres de diamètre, mais cette détection dépend d'une condition essentielle. Ils doivent réfléchir suffisamment de lumière. Un corps sombre, comme le 3I Atlas, peut rester presque invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est ce qui rend cette tâche si complexe. Les technologies les plus avancées, comme le suivi infrarouge et la mesure du déplacement thermique, aident à trouver ce que la lumière ne montre pas. Mais malgré ces outils, l'espace conserve encore ses secrets. Il est déjà arrivé que des astéroïdes passent près de la Terre sans être remarqués avant leur passage. En mars de l'année 2013, par exemple, un météorite d'à peine 20 mètres est entré dans l'atmosphère au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, libérant une énergie équivalente à des dizaines de bombes nucléaires. Personne ne l'avait vu venir. L'éclat fut si intense qu'il aveugla les caméras et fit éclater des vitres à des kilomètres de distance. L'explosion blessa des centaines de personnes et marqua l'histoire moderne comme un rappel brutal que le cosmos ne prévient pas deux fois. La différence, c'est que le 3I Atlas ne mesure pas 20 mètres. Il en mesure des centaines de kilomètres. Et l'énergie libérée par un impact de cette ampleur suffirait à faire s'évaporer des océans et à modifier l'axe de rotation de la Terre. Le réseau mondial d'observatoires tente d'éviter les mauvaises surprises. Parmi les plus importants figure le système Pan-STARRS, situé à Hawaï, qui photographie sans relâche la totalité du ciel pour repérer les moindres changements. Un autre, le Catalina Sky Survey aux États-Unis, suit des milliers d'astéroïdes chaque semaine. Dans l'espace, des sondes et des télescopes consacrés à l'étude des objets proches de la Terre transmettent en continu des données
pour aider à prévoir les collisions et affiner les calculs. Les équations de ces prévisions sont précises, mais la nature demeure imprévisible. Une simple collision entre deux fragments peut suffire à redessiner le futur d'une planète entière. À chaque décennie, le nombre d'objets découverts augmente de manière exponentielle. Cela signifie que le ciel est mieux observé, mais aussi que le danger est bien plus grand que nous ne l'imaginions. Et même si la plupart de ces corps ne représentent jamais une menace, une seule erreur peut tout changer. Lorsqu'un astéroïde est détecté avec une trajectoire incertaine, une course silencieuse s'engage. Des scientifiques du monde entier recalculent les orbites, simulent des scénarios et cherchent des réponses. C'est un travail où la rigueur mathématique se mêle à la tension émotionnelle. Chaque nouvelle donnée peut représenter une lueur d'espoir ou l'annonce d'une catastrophe. Le 3i Atlas est constamment analysé par ces réseaux. Ses paramètres orbitaux sont connus, mais un facteur échappe toujours, le temps. À chaque millénaire, de petites forces s'accumulent. La chaleur du Soleil, réfléchie sur une face plus que sur l'autre, peut produire une poussée infime, appelée effet Yarkovsky. Cette différence de pression thermique, imperceptible à l'œil humain, peut modifier la trajectoire d'un astéroïde sur des milliers d'années. Il en va de même pour l'influence gravitationnelle de Jupiter et de Saturne, dont les forces combinées peuvent légèrement orienter la course d'un corps en mouvement. Un décalage de quelques kilomètres aujourd'hui peut signifier une collision dans des millénaires. C'est pour cela que les scientifiques ne dorment jamais en paix. Même avec le ciel cartographié, il reste de la place pour l'inconnu. L'univers est dynamique et l'équilibre entre les orbites forme une chorégraphie délicate. La moindre perturbation, un impact, une éruption solaire, une déviation gravitationnelle peut redéfinir le cours des choses. Le regard humain observe, calcule, prévoit, mais le cosmos ne demande pas la permission. Il suit simplement son propre rythme. Et la Terre, petite sphère bleue, continue de traverser le même théâtre où d'immenses roches dansent en silence. Les yeux qui scrutent le ciel ne voient pas l'avenir. Ils tentent seulement de retarder l'inévitable. Et l'inévitable, en l'occurrence, est le fait que la Terre, à un moment de son histoire, sera de nouveau frappée par un objet colossal. Le 3i Atlas, lointain et imposant, nous le rappelle. Chaque fois que son nom apparaît dans les catalogues astronomiques, l'humanité se souvient de sa fragilité. Il est une ombre observée par les télescopes, mais aussi un miroir du destin terrestre. Car l'univers, malgré sa beauté et son ordre apparent, ne connaît pas la pitié. Il ne connaît que le mouvement. Dans le vaste ballet du système solaire, chaque corps céleste danse selon des lois précises, invisibles et implacables. La gravité en est la chorégraphe silencieuse, dirigeant planètes, lunes et astéroïdes sur des trajectoires stables pendant des millions d'années. Mais même la plus parfaite des symphonies cosmiques peut jouer une note fausse. Une légère poussée gravitationnelle, un impact lointain ou un simple réchauffement inégal d'une surface rocheuse peuvent altérer la course d'un corps céleste. Et lorsque cela se produit, le destin de mondes entiers peut dépendre de quelques kilomètres de différence. Le 3i Atlas suit son orbite depuis des milliards d'années, accomplissant lentement sa révolution autour du Soleil. Sa trajectoire le maintient pour l'instant confiné dans la ceinture d'astéroïdes, une région tumultueuse, mais relativement prévisible. Pourtant, l'espace est une arène où se mêlent forces colossales et influences subtiles. Chaque planète, chaque comète et même le vent solaire contribuent à façonner le destin de ces géants endormis. L'équilibre est si fragile qu'un écart de quelques millièmes de degré peut, à l'échelle astronomique, déterminer un point d'intersection avec l'orbite de la Terre. Et lorsque deux orbites se croisent, l'horloge de la destruction commence à tourner. Pour comprendre le danger, il faut saisir le concept de résonance orbitale. À certaines positions, la gravité d'une planète agit sur un astéroïde de façon rythmée, comme la pression régulière d'une vague. Cette force s'accumule lentement, ajustant la trajectoire, contractant ou dilatant son orbite, jusqu'à la faire osciller. Si cette résonance implique un géant comme Jupiter, l'effet s'amplifie. Au fil de milliers d'années, l'orbite d'un corps peut être suffisamment déformée pour quitter sa route initiale. C'est comme si la planète géante, silencieuse et lointaine, donnait une légère impulsion à une pierre roulant lentement vers l'abîme. Le 3i Atlas, avec sa masse gigantesque et sa rotation lente, est particulièrement vulnérable à ces influences. Il ne tourne pas sur un axe parfaitement stable, et une partie de sa surface, plus sombre, absorbe davantage de chaleur solaire.
Ce réchauffement inégal engendre l'effet Yarkovsky, une force minuscule mais constante, agissant comme un moteur invisible. Au fil des millénaires ou des millions d'années, elle peut modifier la vitesse de rotation ou pousser l'astéroïde vers une orbite différente. Ce changement est imperceptible à l'œil nu, mais dévastateur à l'échelle planétaire. Il suffit d'un déplacement de quelques millimètres par seconde pour qu'après des siècles, la trajectoire d'un corps de plusieurs centaines de kilomètres s'aligne parfaitement avec celle de la Terre. Et lorsque cela arrive, la probabilité de collision cesse d'être une abstraction mathématique. Elle devient une question de temps. Des simulations réalisées par des astronomes montrent qu'une simple perturbation causée par un autre astéroïde ou même par le passage d'une petite comète pourrait suffire à modifier la route du 3I Atlas. Imaginez la rencontre de deux roches colossales à des millions de kilomètres, échangeant une infime fraction d'énergie. L'impact n'aurait pas besoin d'être violent, juste assez pour créer un nouveau vecteur de mouvement. Dès lors, la déviation serait inévitable. Le 3I Atlas, se déplaçant à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, entamerait une lente et silencieuse descente vers l'intérieur du système solaire. Pendant les premiers siècles, ce changement passerait inaperçu. Les observations continueraient d'indiquer une orbite stable, avec des variations si faibles qu'elles sembleraient des erreurs de calcul. Mais le cosmos ne se trompe pas. Il attend simplement. Au fil des millénaires, les simulations révéleraient un nouveau point d'intersection entre la trajectoire de l'astéroïde et celle de la Terre. À un moment futur, peut-être trop lointain pour la compréhension humaine, les deux corps seraient destinés à se trouver au même endroit, au même instant. C'est la ligne invisible, la frontière entre sécurité et désastre. Un point imaginaire qui, une fois franchi, transforme un corps inoffensif en menace existentielle. Les scientifiques appellent ce type d'événement un croisement orbital dangereux. Il s'est déjà produit à de nombreuses reprises dans l'histoire géologique de la Terre. Le plus célèbre, survenu il y a environ 66 millions d'années, provoqua l'extinction des dinosaures et la disparition de plus de 70% des espèces vivantes. À cette époque, un corps céleste d'à peine 10 km de diamètre frappa la planète, libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. Imaginez maintenant ce que provoquerait le 3I Atlas, avec plus de 100 km de diamètre et une masse des millions de fois supérieure. Lorsqu'une collision d'une telle ampleur devient possible, la physique cesse d'être une science d'observation. Elle devient un avertissement. Les calculs indiquent qu'en cas de trajectoire d'impact, le 3I Atlas traverserait l'espace entre Mars et la Terre en quelques mois. Sa vitesse augmenterait progressivement, attirée par la gravité solaire et par celle de la Terre elle-même. Juste avant la collision, il pourrait atteindre des vitesses supérieures à 25 km par seconde, une énergie cinétique suffisante pour vaporiser une région entière du globe. Et il n'existe rien que l'humanité puisse faire une fois cette ligne franchie. À partir du moment où l'intersection orbitale est confirmée, le destin est scellé. Aucune force humaine ne pourrait modifier une telle trajectoire en si peu de temps. Les alternatives technologiques, comme l'impact cinétique ou les explosions contrôlées, exigeraient des années de préparation et une énergie incommensurable. Il ne resterait qu'à observer, calculer et attendre. Le regard qui scrutait jadis le ciel deviendrait alors un miroir de désespoir. La ligne invisible entre l'espace et la Terre n'est pas faite de matière, elle est faite de temps. Et le temps, dans le cosmos, est le véritable ennemi. Lorsqu'un corps comme le 3I Atlas commence à croiser la route de la Terre, l'horloge de l'univers continue de tourner avec une précision impitoyable, indifférente à ceux qui la regardent. Le cosmos ne menace pas, il accomplit simplement son cycle. Et quelque part dans ce cycle, les deux trajectoires se rejoindront, transformant le silence de l'espace en une seule et dévastatrice collision. C'était une nuit paisible dans des observatoires dispersés à travers le monde. Le ciel était limpide, les étoiles immobiles, et les télescopes automatisés accomplissaient ce qu'ils avaient toujours fait, photographier l'espace, comparer des images et chercher de minuscules différences. Les scientifiques pensaient vivre une routine de surveillance de plus, jusqu'à ce qu'une séquence de données commence à détonner. Au début, il ne s'agissait que d'un point lumineux se déplaçant plus vite que prévu. Puis, un infime décalage dans l'orbite simulée. Enfin, un silence pesant s'abattit sur les laboratoires. Car pour la première fois depuis des décennies, les calculs ne concordèrent plus. En quelques minutes, les écrans affichant graphiques et coordonnées
se couvrirent d'alerte. Le nom était connu, 3I Atlas. Un corps immense, à la trajectoire théoriquement stable, semblait avoir subi une légère modification de son orbite. Si faible qu'elle aurait été invisible pour n'importe quel profane, mais suffisante pour changer le destin d'une planète. Les équipes se mirent à refaire les calculs. Des ordinateurs puissants lancèrent des milliers de simulations simultanées. Chacune projetait l'avenir de l'astéroïde pour les siècles à venir. Et dans un nombre croissant de résultats, un point d'intersection avec l'orbite de la Terre commençait à apparaître. Au cours des premières 24 heures, la communauté scientifique privilégia l'hypothèse d'une erreur instrumentale. Il était plus probable qu'un télescope soit désaligné plutôt qu'un corps de plusieurs centaines de kilomètres ait réellement changé de route. Mais à mesure que les observations s'accumulaient, les anomalies persistaient. D'autres observatoires, sur d'autres continents, commencèrent à enregistrer le même schéma. Le 3I Atlas n'était pas à l'endroit attendu. Sa position variait de quelques secondes d'arc, assez toutefois pour briser la mathématique de son orbite antérieure. Le deuxième jour, le silence envahit les salles de contrôle. Le protocole était clair. Lorsqu'une anomalie orbitale est confirmée, les données sont croisées avec les bases internationales. L'Agence spatiale européenne, l'Observatoire national du Japon, l'Institut d'astronomie de Russie et les centres nord-américains comparèrent leurs mesures. L'écart était réel. La courbe orbitale du 3I Atlas s'était déplacée. Le plus troublant était que personne n'en connaissait la cause. Aucune explosion, aucun impact visible, aucune perturbation détectée. Seulement un léger écart qui, telle une graine semée dans l'espace, croîtrait avec le temps. L'hypothèse initiale fut l'effet Yarkovsky, la poussée thermique engendrée par le réchauffement inégal de la surface de l'astéroïde. D'autres suggérèrent qu'une micro-collision non détectée avait pu modifier son axe de rotation. Peu importait. Le résultat demeurait le même. Le 3I Atlas dérivait lentement vers l'intérieur du système solaire. Et, selon les premiers calculs, si rien ne changeait, il croiserait l'orbite de la Terre dans quelques centaines d'années. La nouvelle fuitait avant que quiconque puisse la contenir. Sur des forums d'astronomie, les utilisateurs se mirent à débattre de la déviation d'Atlas. De petites publications scientifiques relayèrent un rapport préliminaire, et l'information se propagea tel un incendie invisible. Des journaux cherchèrent à joindre les observatoires, mais personne ne confirmait ni ne démentait. Les mots potentiels d'impact n'avaient pas encore été prononcés officiellement. Pourtant, ils flottaient dans l'air, lourds, presque interdits. Au fil des semaines, les données devinrent indiscutables. Les simulations plus détaillées montraient que bien que l'impact ne fût pas imminent, la possibilité existait. Et plus que cela, elle croissait. À chaque nouveau calcul, la marge d'erreur diminuait, la probabilité de collision augmentait. C'était comme regarder un sablier cosmique que l'on venait de retourner en sachant que le sable du temps s'écoulait déjà. Les autorités tentèrent d'endiguer la panique. Des communiqués officiels furent rédigés avec prudence, choisissant des mots froids et neutres, surveillance continue, anomalie orbitale légère, absence de risque immédiat. Mais derrière ces formules se trouvait une vérité que peu osaient admettre. La planète venait de recevoir un avertissement. Un rappel que le cosmos n'oublie pas, il attend. Dans des conférences tenues à huis clos, des scientifiques et des ingénieurs commencèrent à discuter de scénarios. Modèle de déviation gravitationnelle, impact maîtrisé, explosion dirigée, tout fut mis sur la table. Mais la réalité était cruelle. Avec la technologie actuelle, il n'existait aucun moyen sûr de déplacer un corps d'une telle ampleur. Le 3I Atlas était simplement trop grand. Même une explosion libérant des milliers de mégatonnes ne parviendrait pas à modifier sensiblement sa trajectoire. Il était un titan silencieux, mu par une force défiant toute tentative d'ingérence humaine. Les mois suivants furent marqués par une sorte de déni collectif. Une partie de la communauté scientifique affirma que les simulations exagéraient, que des dérives pourraient se corriger d'elles-mêmes. D'autres rappelaient que la statistique cosmique est claire. L'impact d'un corps de cette magnitude ne survient que tous les dizaines de millions d'années. Mais certains soulignaient que le dernier événement de ce type, l'impact ayant conduit à l'extinction des dinosaures, s'était produit il y a précisément cet intervalle, et que, statistiquement, nous étions de nouveau dans la fenêtre du possible. Le monde continua de tourner, pourtant quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité recommença à regarder le ciel avec crainte. Des enfants posèrent des questions au sujet du grand astéroïde.
Des religions rallumèrent de vieilles prophéties. Des gouvernements financèrent de nouvelles sondes spatiales sous couvert d'études scientifiques, alors que l'objectif véritable était la surveillance. Chaque mouvement du 3I Atlas fut suivi comme le battement d'un cœur lointain et imprévisible. Puis vint la confirmation finale. 3 ans après la première anomalie, l'observatoire de Paranal, dans le désert chilien, transmit une image qui closait tout débat. La trajectoire simulée, désormais ajustée par des données réelles, montrait le croisement de l'orbite terrestre dans un intervalle défini. Ce n'était plus une probabilité abstraite, c'était une prévision. Un jour, dans un lointain futur, le 3I Atlas passerait exactement par le point où se trouverait la Terre. Et lors de cette rencontre, il n'y aurait aucun détour possible. L'avertissement avait été lancé. Et comme il en va toujours dans le cosmos, il n'y avait ni émotion, ni précipitation, ni culpabilité, uniquement le mouvement. Quand la confirmation arriva, la planète se jeta dans une course silencieuse contre le temps. Pour la première fois, l'humanité faisait face à un adversaire qu'elle ne pouvait ni intimider, ni persuader, ni vaincre par la force. Le 3I Atlas n'était pas un ennemi, mais une loi naturelle en mouvement. Et les lois de la nature ne négocient pas. L'impact n'était pas immédiat, mais il était certain. Des décennies, peut-être des siècles, nous séparaient de l'événement, délai suffisant pour agir, mais pas pour se tromper. C'était le début d'une lutte inégale entre l'intellect humain et l'inéluctable du cosmos. Les premières réponses vinrent des centres spatiaux. Des agences et des universités unirent leurs efforts pour penser l'impensable. Déplacer une montagne de fer et de roches mesurant plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et des billions de tonnes. Les propositions furent innombrables, chacune ressemblant à sa manière à une prière déguisée en calcul. L'idée la plus directe était l'impact cinétique. Lancer contre le 3I Atlas une série de projectiles à très grande vitesse afin de le pousser de quelques millimètres par seconde et d'altérer sa route sur de longues périodes. En théorie, une infime variation d'angle suffirait à éviter la rencontre avec la Terre. En pratique, cette variation exigerait un nombre démesuré d'impacts. Même avec des centaines de fusées, la force générée resterait dérisoire face à la masse colossale de l'astéroïde. D'autres suggérèrent l'explosion nucléaire contrôlée, non pour détruire le corps, mais pour modifier sa trajectoire. Le plan consistait à déclencher une charge à proximité de la surface afin que la chaleur éjecte une partie du matériau et produise une impulsion. L'idée paraissait prometteuse mais fut rapidement écartée. L'énergie requise serait si élevée que l'explosion risquerait seulement de fragmenter le 3I Atlas en blocs plus petits, transformant un unique impact en milliers. Et dans l'espace, briser ne signifie pas éliminer. Cela signifie multiplier la menace. Il existait encore des approches plus délicates, comme le remorqueur gravitationnel, un engin de grande masse se positionnant près de l'astéroïde et, avec le temps, utilisant sa propre gravité pour le dévier. La méthode était élégante, silencieuse, presque poétique. Mais pour qu'elle fonctionne, il faudrait des siècles d'opérations ininterrompues et une énergie continue impossible à fournir avec la technologie actuelle. Le cosmos n'attend pas. Le 3I Atlas continuait de tourner, indifférent aux tentatives humaines de modifier l'inévitable. Des projets furent présentés, des budgets débloqués, de nouvelles structures créées. Le monde rassembla ses ressources les plus avancées dans ce qui fut nommé Initiative globale de défense planétaire. Des satellites furent lancés pour suivre l'astéroïde de près. Des robots autonomes, équipés de capteurs de rayonnement et de caméras à très haute résolution, commencèrent à transmettre des images détaillées de sa surface. Les photos révélaient un paysage redoutable, des vallées longues de dizaines de kilomètres, des cratères anciens et un relief si irrégulier qu'il semblait sculpté par des dieux violents, un rappel de la force avec laquelle l'univers crée et détruit. Les sondes commencèrent à mesurer la densité et la rotation. Le 3I Atlas tournait lentement, accomplissant un tour en quelques jours. Cette rotation irrégulière compliquait toute tentative d'atterrissage ou de manœuvre. Sa composition était traîtresse, un mélange compact de métal et de roche, avec des poches de matériaux poreux qui absorbèrent l'énergie. Tout impact serait avalé comme si la roche respirait. La nature semblait avoir façonné ce corps pour résister à tout, y compris à l'ingérence humaine. À mesure que les calculs progressaient, le temps s'échappait. Les modèles de simulation montraient une trajectoire se rapprochant graduellement de la zone à risque. De petites variations restaient possibles, aucune toutefois capable d'éviter la rencontre future. À chaque nouvelle mise à jour,
L'incertitude se réduisait et l'éventail des probabilités convergea vers un même point, la collision. C'était comme observer une marée monter lentement, irrésistible, recouvrant tout sur son passage. Et bien que chacun connaisse l'issue, nul ne parvenait à détourner le regard. Les voix les plus optimistes affirmaient que d'ici le moment de l'impact, l'humanité aurait progressé au point de quitter la Terre. Peut-être des colonies lunaires, peut-être des bases sur Mars, peut-être des cités en orbite. La réalité demeurait plus froide. Même si des millions d'êtres parvenaient à partir, la Terre resterait la maison du plus grand nombre. Et un impact comme celui du 3I Atlas ne se contenterait pas de ravager la surface, il transformerait la planète entière. Il n'existerait aucun refuge. La poussière soulevée par la collision assombrirait le soleil pendant des décennies. L'océan se dresserait en vagues hautes de plusieurs kilomètres. Le ciel deviendrait un rideau de feu. La civilisation cesserait d'être un concept. Peu à peu, l'humanité commença à accepter l'impossible. Le 3I Atlas ne pourrait pas être dévié. L'univers avait déplacé une pièce et aucune force humaine ne pouvait changer l'échiquier. Il restait à comprendre le temps, combien il en restait, où il tomberait, comment se préparer. La science, qui avait toujours été un instrument de curiosité, devint un instrument de survie. Et même face à la certitude de la catastrophe, elle continua d'observer, de mesurer et d'apprendre. Car au bout du compte, la connaissance est la seule forme de résistance dont l'être humain dispose face à l'infini. Pendant ce temps, dans l'obscurité de l'espace, le 3I Atlas poursuivait sa route, ni plus vite, ni plus lentement, simplement constant. Son orbite avait été altérée depuis longtemps, peut-être par un événement si ténu que nul ne le connaîtra jamais. Mais désormais, le résultat était inévitable. Le géant avançait, et la Terre, sphère bleue fragile et lumineuse, tournait sur sa route sans hâte, sans savoir. La collision ne serait pas un simple impact, ce serait une retrouvaille entre la création et le chaos. Et lorsque l'univers décide de se mouvoir, tout ce que l'homme peut faire, c'est observer et attendre. Lorsque l'humanité comprit que le 3I Atlas ne pouvait plus être dévié, quelque chose changea profondément dans la perception collective du temps. L'avenir, jadis infini, se mit à avoir une limite. Les gens levaient les yeux vers la nuit et voyaient, au milieu de milliards d'étoiles, un point invisible portant désormais le destin de tous. L'horloge cosmique avait commencé son décompte. Et pour la première fois de l'histoire, la question n'était plus de savoir si, mais seulement quand. Au début, les gouvernements tentèrent de contrôler l'information. L'objectif était d'éviter la panique. Mais la panique ne dépendait déjà plus d'annonces officielles. Elle naissait en silence, s'infiltrant dans les conversations, sur les réseaux, dans les manchettes. Peu à peu, le monde comprit qu'il vivait les premiers chapitres de ce qui serait retenu comme le compte à rebours final. Les villes restaient allumées, le commerce suivait son cours, la circulation fluide. Pourtant, un poids invisible chargeait l'air. Chaque lever de soleil devenait à la fois une bénédiction et un rappel. La fin approchait, fût-elle lointaine. Les scientifiques fixèrent une estimation. D'après les calculs, le 3I Atlas croiserait l'orbite terrestre dans environ 200 ans. Un délai qui, à l'échelle humaine, paraissait lointain, mais à l'échelle de l'histoire n'était qu'un clin d'œil. Les générations présentes ne verraient jamais l'impact, mais sauraient qu'il viendrait. Ce qui avait commencé comme un fait scientifique devint un héritage tragique. L'humanité avait reçu l'annonce d'un destin que ses descendants devraient affronter. La planète avait un rendez-vous daté avec l'univers, impossible à annuler. Le monde réagit de manière diverse. En certains lieux, la science acquit un statut presque sacré. Des laboratoires furent financés comme des temples. Physiciens et astronomes furent regardés comme des prophètes du réel. Ailleurs, l'inverse se produisit. Surgirent des cultes, des sectes et des doctrines voyant dans le 3I Atlas un instrument divin, une correction, un jugement, un retour à l'équilibre. Des foules pèlerinaient vers déserts et montagnes, convaincus que plus près du ciel, plus vite elles seraient épargnées. Églises, écoles et universités se transformèrent en refuges de foi ou de raison. La ligne entre les deux n'avait jamais été aussi fine. Le temps, jadis compté en années, se mit à se mesurer en siècles et en générations. Les enfants naissaient avec la conscience d'hériter d'un monde à échéance, et cela changeait tout. Cela changeait la politique, l'art, la morale, les rêves, cela changeait la valeur du travail, de la richesse, de l'amour. Quand l'avenir se raccourcit, le présent gagne une intensité étrange.
un mélange de désespoir et de gratitude. On se mit à vivre avec urgence, mais aussi avec révérence. Chaque floraison, chaque pluie, chaque nuit étoilée devenait un miracle minuscule et douloureusement fugace. Les nations, autrefois séparées par guerres et frontières, commencèrent à coopérer comme jamais. Pour la première fois, la peur unit. Des réseaux mondiaux de surveillance furent créés, des projets de migration génétique et des bases de données planétaires virent le jour. Tout ce qui pouvait préserver le savoir humain fut numérisé et dupliqué dans des serveurs souterrains et orbitaux. Ce fut l'aube d'une ère nouvelle, l'ère de la préservation. L'espèce qui se croyait éternelle comprenait désormais sa propre finitude, et la science devint une capsule de mémoire, bâtie pour résister à l'oubli. Mais il y avait l'autre face, humaine, fragile, instinctive. La conscience de la fin éveilla un effondrement social lent et inévitable. L'économie mondiale perdit son sens. Investir dans un avenir sans garantie devint absurde. La monnaie la plus précieuse devint le temps, et la ressource la plus rare l'espérance. Des gouvernements s'écroulèrent sous le poids du désespoir collectif. Des villes entières se vidèrent. La campagne redevint un refuge, et la simplicité, une forme de résistance. L'être humain qui avait toujours cherché à dominer l'univers recommençait à le craindre. Les arts fleurirent de façon inattendue. Peintres, musiciens et écrivains entreprirent d'archiver le monde avec l'urgence de ceux qui consignent, une despedida gravée dans la chair du temps. Des œuvres naquirent non pour être vendues, mais pour demeurer. Des poèmes décrivèrent le ciel, des sculptures figuraient des cratères, des symphonies simulaient le son de l'impact. Comme si l'humanité entière cherchait à laisser un message ultime inscrit dans la durée, nous avons été là. Pendant ce temps, les observatoires poursuivaient leur ouvrage. Le 3i Atlas restait lointain, presque immobile, point froid tournant entre Mars et Jupiter. À chaque nouvelle mesure, on confirmait une trajectoire ferme, lente et inévitable. L'approche prendrait encore des générations, mais la peur ne dépend pas de la proximité, elle se nourrit de la certitude. Et cette certitude faisait désormais partie du tissu de la civilisation. Le compte à rebours devint élément de culture. Des horloges symboliques furent érigées dans les capitales du monde, indiquant le temps restant jusqu'à la collision prévue. C'étaient des monuments d'acier et de silence, rappelant à chacun que même sous le soleil, nous vivons à l'ombre d'une roche vagabonde. Pour les uns, ces horloges étaient un avertissement. Pour les autres, une consolation. Dans les deux cas, elles reflétaient une humanité qui apprenait enfin à écouter le temps. Et paradoxe suprême, plus la fin se rapprochait, plus la vie s'épanouissait. La coopération augmenta, la violence diminua, l'art se dilata. La peur, au lieu de tout détruire, enseigna à prendre soin, de soi, de la nature, de la planète. Comme si le monde entier comprenait, trop tard, la valeur de la maison qu'il s'apprêtait à perdre. Dans les observatoires, les scientifiques continuaient de scruter le même point du ciel. Le 3i Atlas tournait, silencieux, indifférent, comme s'il ignorait que des millions d'yeux le surveillaient avec respect et frayeur. Il n'était que le messager d'une vérité immémoriale. Rien dans l'univers n'est permanent, ni les étoiles, ni les mondes, ni la vie. Tout naît, tourne, puis retourne à la poussière. Le décompte continuait, une seconde à la fois, un cycle de moins, et l'espace indifférent suivait sa course, immense, froid, éternel. Le jour vint sans prévenir. Aucune alarme, aucune explosion au firmament, aucune trompette annonçant la fin, seulement le silence. Durant des siècles, les calculs avaient prévu cet instant. Il était là, devant tous. Le 3i Atlas s'approchait de la Terre, visible comme un point brillant qui grossissait lentement, nuit après nuit. D'abord, il ressemblait à une étoile d'un éclat inhabituel. Ensuite, il devint un phare blanc, aveuglant, comme un second soleil se levant avant l'heure. Les télescopes n'étaient plus nécessaires. Il suffisait de lever la tête et de voir le destin venir à la rencontre du monde. L'atmosphère terrestre réagit plusieurs jours avant la collision. Des vagues de chaleur et de rayonnement, issues du frottement entre l'astéroïde et l'air, dressaient des colonnes de lumière le long de l'horizon. Le 3i Atlas ne tombait pas, il plongeait. La gravité l'attirait avec une force croissante, l'accélérant à des vitesses supérieures à 25 km par seconde. Nulle structure humaine, nulle barrière, ne pouvait soutenir l'impact d'une masse aussi gigantesque, se mouvant avec une telle énergie. La Terre, en comparaison, n'était qu'une sphère vulnérable, fragile, minuscule,
face à la fureur cosmique qui approchait. Les scientifiques avaient calculé le point d'impact, une région océanique proche de l'équateur. Ironie ultime, le cœur du globe, symbole de vie et d'équilibre, deviendrait l'épicentre de la destruction. Lorsque le 3I Atlas traversa les dernières couches de l'atmosphère, le ciel se changea en feu. Le frottement porta sa surface à des milliers de degrés Celsius. Des fragments commencèrent à se détacher, engendrant une pluie de lumière incandescente traversant les continents. En quelques secondes, l'air alentour s'évapora. Le son vint après, un grondement grave et profond, parcourant le monde tel un tonnerre sans fin. Et ce fut l'impact. En un seul instant, l'énergie libérée équivaut à des milliards de bombes nucléaires explosant simultanément. L'océan fut arraché à son lit, dressant une muraille d'eau haute de plusieurs kilomètres. Le sol vibra comme si la planète entière avait été frappée par un dieu invisible. Une cratère colossale se forma en une fraction de seconde, large de centaines de kilomètres. La température au point d'impact dépassa l'éclat du soleil. Tout ce qui existait là, eau, roche, air, devint plasma. La surface se déchira, et le manteau interne répondit, libérant une énergie tectonique amassée durant des ères. L'onde de choc fit le tour du monde en quelques minutes. Des forêts entières furent balayées comme poussière. Des montagnes s'effritèrent. Des villes entières s'évaporèrent avant même que tout son ne parvienne à l'oreille. L'atmosphère s'embrasa, créant des vents supersoniques qui traversèrent les continents. Le ciel, jadis bleu, devint un abîme de feu et de cendres. La nuit et le jour cessèrent d'exister. Tout n'était plus que lumière, une lumière mortelle et muette qui consumait la terre. Ceux qui se trouvaient à des milliers de kilomètres ne moururent pas immédiatement. Ils virent l'horizon s'illuminer, comme si le soleil lui-même descendait sur le sol. Quelques secondes plus tard vint le vent brûlant, abrasif, chargé de cendres et de débris. Les ondes sismiques traversèrent le globe, réveillant des volcans endormis, fissurant les terres, remodelant les continents. En quelques heures, le monde avait changé de forme. Les océans, chauffés instantanément, libérèrent une masse inimaginable de vapeur. Des nuages denses et sombres recouvrirent la planète, bloquant totalement la lumière solaire. Le monde bascula dans une obscurité compacte, où même le feu peinait à persister. La poussière et les cendres propulsées dans l'air formèrent un rideau opaque s'élevant jusqu'à la haute atmosphère. La température globale chuta rapidement. Le feu céda la place à la glace. L'enfer et l'hiver devinrent un seul et même phénomène. Les animaux, des plantes et des écosystèmes entiers disparurent en quelques jours. Les océans bouillonnaient en certains lieux et gelaient en d'autres. La photosynthèse s'interrompit. La chaîne alimentaire s'effondra. Le globe, couvert de suie et de gaz toxiques, se transforma en sphère grise et muette. Ce qui avait été une maison devint un désert cosmique en reconstruction. Depuis l'orbite, la Terre paraissait un œil clos, enveloppé de couches de cendres, immobile, sans le moindre signe de vie. L'impact avait déplacé l'axe de rotation et changé le temps du monde. Les jours et les nuits devinrent inégaux, comme si l'horloge même de la planète avait été relancée. Le vacarme cessa, la chaleur se dissipa, et au bout du compte, il ne resta que le silence. Le même silence qu'avant toute chose. Des milliers de kilomètres plus haut, des satellites et des sondes poursuivaient leur révolution, enregistrant les ultimes images. Elles montraient une mer en ébullition, des continents fracturés et un ciel noyé sous un voile continu de débris. L'humanité, ou ce qu'il en demeurait, regardait avec désespoir, consciente d'assister au point final de sa propre histoire. C'était l'instant où la Terre redevenait un simple corps pierreux égaré dans l'espace. Mais l'univers ne détruit pas par cruauté. Il recommence. L'impact du 3I Atlas, comme tant d'autres avant lui, serait le catalyseur d'un cycle nouveau. L'énergie libérée réactiverait les profondeurs de la planète, créant des reliefs inédits. Des gaz et des minéraux remonteraient vers la surface. Et dans les ombres froides de l'après-impact, les premières molécules commenceraient lentement à s'assembler de nouveau. Le monde avait péri, et pourtant, il renaissait. Le silence de l'espace s'imposa, le même silence qui précède le son d'une création nouvelle. Et dans le vide, là où le 3I Atlas n'avait laissé qu'une plaie incandescente, la planète s'assoupissait, attendant, une fois encore, le lent et inévitable retour de la vie. Après l'impact, la planète plongea dans un silence profond. Le feu céda la place au froid, et l'éclat aveuglant de la collision fut remplacé par une obscurité dense, totale, infrangible.
La lumière du soleil n'atteignait plus la surface. Un voile de poussière, de cendres et de suie recouvrait toute l'atmosphère, renvoyant le rayonnement solaire vers l'espace. C'était comme si la Terre avait éteint sa propre étoile. Ainsi commença ce que les scientifiques nomment l'hiver d'impact, une saison de mort qui ne dure pas des mois, mais des siècles. Les températures chutèrent en quelques jours. Des régions équatoriales jadis chaudes et humides devinrent glaciales. L'eau des océans se refroidit rapidement et les vents, privés du guidage thermique du soleil, devinrent erratiques et violents. La planète déconcertée se mit à respirer de manière inégale. Les pluies cessèrent, les nuages se figèrent et le cycle naturel de la vie s'interrompit. La photosynthèse disparut, précipitant l'effondrement de toute la biosphère. Sans lumière, les plantes moururent. Sans plantes, les herbivores succombèrent. Et sans herbivores, les prédateurs connurent le même destin. Ce qui avait été un écosystème équilibré devint une chaîne d'extinction. L'impact du 3I Atlas projeta dans l'atmosphère des billions de tonnes de poussière, de sulfates et de particules métalliques. Ces débris restèrent en suspension pendant des décennies, bloquant la lumière solaire et bouleversant l'équilibre thermique de la planète. Dans le même temps, les éruptions volcaniques déclenchées par la secousse de l'impact libérèrent du dioxyde de soufre et du méthane, des gaz qui formèrent une chape épaisse et toxique. La pluie qui tombait, lorsqu'elle tombait, n'était plus de l'eau, c'était de l'acide. Elle rongeait les roches, les arbres, les structures et jusqu'à la peau des rares êtres vivants qui résistaient encore. Le ciel, jadis bleu, devint une voûte gris sombre, lourde, impénétrable. Le jour, la clarté demeurait ténue, comme un crépuscule permanent. La nuit, il n'y avait plus d'étoiles. Aucun point lumineux ne traversait le rideau de poussière. Le monde entier s'était mué en caverne céleste où régnait le froid et la peur. La surface gelait lentement, tandis que les océans, dans leurs zones les plus peu profondes, commençaient à se solidifier. La glace avançait sur les continents, et une nouvelle ère glaciaire prenait forme. Une ère forgée non par le temps naturel, mais par la violence cosmique. Les êtres humains, les quelques-uns qui survécurent aux premiers jours, affrontèrent un ennemi invisible, l'air. La suie rendait la respiration pénible. Des filtres et des masques improvisés ne suffisaient pas. Des particules radioactives s'accumulaient au sol et dans les poumons. Des villes souterraines, autrefois planifiées pour accueillir des communautés scientifiques, devinrent des tombeaux de béton. L'électricité ne servait plus sans le soleil et les combustibles s'épuisaient. Chaque étincelle de chaleur devenait précieuse. Les nuits duraient des semaines. Les saisons cessèrent d'exister. La température moyenne globale dégringola de plusieurs dizaines de degrés. Le globe entier se figea. La vie marine, incapable de s'adapter à une telle brutalité, s'effondra. Les courants océaniques s'interrompirent. L'équilibre chimique des eaux fut détruit. Les récifs coralliens, les forêts tropicales, les steppes et les montagnes disparurent sous une même couche de cendres et de glace. La planète autrefois vibrante et colorée n'était plus que grisaille, immobilité et silence. Depuis l'espace, la Terre ressemblait à un œil clos, un globe d'ombre couvert d'une brume opaque. Des satellites, déjà privés de maintenance, orbitaient en silence, fantomatiques. Certains enregistrèrent les images des derniers volcans actifs, crachant du feu au cœur d'une nuit éternelle. Ces éruptions étaient les seuls points de lumière à la surface. Le reste du monde n'était que ténèbres. Pourtant, au milieu de l'effondrement total, quelque chose persistait. La vie tenace et silencieuse résistait. Dans des cavernes profondes, dans les fosses abyssales, dans des réservoirs géothermiques où la chaleur du sous-sol trouvait encore une issue, des micro-organismes se multipliaient. Ils n'avaient besoin ni de lumière, ni d'oxygène. Ils se nourrissaient de minéraux et de soufre, s'adaptant au nouvel ordre du monde. Invisibles, mais vitaux, ils portaient dans leur structure simple la promesse d'une renaissance, le même cycle qui, il y a des milliards d'années, avait donné naissance à la première vie terrestre. Alors que la planète s'assoupissait sous la glace, l'intérieur de la Terre demeurait vivant. Le magma se mouvait, la croûte se réorganisait, et lentement le monde commençait à se régénérer. La chaleur souterraine faisait fondre une partie des glaces, créant des mers intérieures et des poches de vapeur. De petits écosystèmes souterrains fleurissaient autour de ces sources, et, en silence, le cycle repartait. La nuit éternelle n'était pas la fin, elle n'était que la pause entre deux ères.
Des milliers d'années passeraient avant que la poussière ne commence à se dissiper. Lorsque le soleil finirait par briller de nouveau sur la Terre, il découvrirait un monde méconnaissable. Des montagnes antiques auraient été nivelées, des océans redirigés et des continents transformés. Le globe, renouvelé par la destruction, serait prêt pour un autre chapitre. Et peut-être, au milieu de ce nouveau paysage, les premières semences de la vie, forgées par le feu et préservées par la glace, se mettraient lentement à s'éveiller. Car le cosmos n'efface pas, il transforme. Ce que l'humanité appelait la fin n'était, pour l'univers, que le début d'une autre histoire. La Terre s'endormit sous une croûte de cendres. Le Soleil demeura pendant des siècles, dissimulé derrière la brume que l'impact du 3I Atlas avait projeté dans l'air. La planète, gelée et silencieuse, semblait condamnée à une mort froide et lente. Mais l'intérieur de la Terre ne s'arrêta jamais. Sous la glace, sous le deuil de la surface, le feu palpitait encore. C'était le même feu ancien qui avait modelé des continents, ouvert des océans et donné forme au monde, aux origines de son existence. Désormais, ce feu deviendrait la flamme de la reconstruction. Durant des millénaires, l'équilibre entre lumière et obscurité resta rompu. Les températures planétaires chutèrent jusqu'à faire de la Terre une sphère de glace. Les océans se rétractèrent et les pôles avancèrent sur les terres. Pourtant, tandis que la surface gelait, les profondeurs s'agitaient. Les couches internes, échauffées par l'énergie de l'impact, se mirent en mouvement. La pression accumulée sous le manteau fractura la croûte, ouvrant des failles et des volcans partout. La glace se fendit et le feu reprit souffle. De gigantesques éruptions projetèrent des colonnes de magma et de gaz vers le ciel. Des années durant, l'éclat rouge des volcans illumina la nuit sans aube. Le dioxyde de carbone et le méthane libérés par ces fractures commencèrent lentement à rebâtir l'atmosphère. Le cycle naturel redémarrait, un processus de purification brutale au cours duquel la planète cautérisait ses propres plaies pour se renouveler. La chaleur souterraine faisait fondre les glaces sur de vastes étendues, créant des lacs et des mers éphémères. De ces mers montaient des vapeurs épaisses qui retombaient en pluies acides, dissolvant les roches et ramenant des minéraux à la surface. La planète alternait entre extrêmes. Quand l'élan des éruptions s'affaiblissait, le froid revenait avec fureur. La glace gagnait de nouveau, ensevelissant des volcans et emprisonnant des océans sous des couches cristallines. C'était une danse lente, faite d'air, feu et glace, destruction et création, nuit et aurore. Chaque cycle faisait fondre et refondre la croûte, renouvelant les minéraux et redistribuant les éléments essentiels à la vie. La Terre ne se contentait pas de se reconstruire, elle se réinventait. Quand les océans renaquirent, ils devinrent des chaudrons chimiques. Minéraux dissous, carbone, soufre et fer, réagirent avec l'énergie thermique s'échappant des fissures sous-marines. De petites bulles de gaz formaient un bouillon primordial, semblable à celui qui un jour avait engendré la vie. Des micro-organismes résistants, descendants de ceux qui avaient survécu dans les profondeurs, migrèrent vers ces eaux nouvelles. Ils se nourrissaient de chaleur et de minéraux, se multipliant en colonies invisibles. En silence, la vie recommençait à respirer. L'atmosphère, encore dense et trouble, se transforma. Le dioxyde de carbone emprisonnait la chaleur, et la Terre entama un réchauffement lent. Les glaces reculèrent. La lumière du soleil, après des siècles d'exil, traversa de nouveau le voile de cendres. Le premier rayon qui toucha le sol fut faible, diffus, mais il suffit à éveiller le monde. Les vents changèrent, les courants océaniques reprirent, et la pluie lava les cendres. Le bleu revint au ciel, pâle encore, froid encore, mais vivant. La planète avait survécu. Ce cycle de destruction et de renaissance n'avait rien de nouveau. Il s'était déjà produit lors de l'extinction du Permien, lors de l'impact qui mit fin aux dinosaures, à chaque époque où la Terre fut frappée par le cosmos et persista néanmoins. Mais l'épisode du 3I Atlas serait retenu, fût-ce sans témoin, comme le plus intense de tous. Nulle forme de vie complexe ne subsista à la surface. Pourtant, les bactéries et les archées qui résistèrent dans les abîmes souterrains portaient en elles le code de la continuité. La planète était revenue au point zéro, un nouveau départ dans un corps ancien. Au fil des âges, le climat se stabilisa. Les températures montèrent lentement et les glaciers commencèrent à fondre. De nouveaux océans prirent place. Les volcans se turent, laissant derrière eux des montagnes jeunes et fertiles. Des pluies désormais pures tombèrent sur des terres rajeunies. La croûte, encore tiède,
exhalait gaz et minéraux, préparant le terrain pour une nouvelle biosphère. Le cycle du carbone, relancé, rendait à l'atmosphère son équilibre. La planète respirait de nouveau. Des siècles devinrent des millénaires. La glace fondue s'écoula en fleuves puissants, creusant des vallées et formant des deltas. La mer monta, recouvrant d'anciennes cratères, et là où régnait la destruction, apparut une vie microscopique, invisible, vibrante. Le soleil, reflété par ces eaux nouvelles, brillait sur un monde différent, plus jeune, plus net, plus solitaire. Les cendres avaient fertilisé les sols et les premières algues émergèrent, teintant de vert les rivages de ces océans neufs. Le feu et la glace avaient rempli leur office. La Terre n'avait pas seulement survécu, elle avait renaquis. Et dans le silence de l'espace, là où le 3i Atlas avait laissé une trace effacée, la planète recommençait à tourner patiemment autour du Soleil. La plaie de l'impact resterait, pendant des millions d'années, un monument visible, un rappel gravé en surface, une cicatrice géologique inscrite dans la chair du monde. Tandis que le temps avançait, les ères se succéderaient, les espèces reviendraient, et la vie, encore une fois, retrouverait son chemin. Le feu et la glace n'avaient pas détruit la Terre, ils lui avaient seulement appris à recommencer. Le monde avait changé. Le silence qui planait sur la Terre n'était pas celui de la mort, mais celui de la transformation. Après l'impact du 3i Atlas, la planète ressemblait à un désert de glace et de cendres. Pourtant, dans les profondeurs, dans les régions où la chaleur respirait encore, la vie tenait bon. Et au fil des siècles, cette résistance deviendrait le point de départ d'une ère nouvelle, l'ère des survivants. La première vie à réapparaître fut invisible. Dans les sources hydrothermales des océans souterrains, des bactéries et des archées se multipliaient autour des cheminées brûlantes. Elles n'avaient pas besoin de la lumière du soleil, seulement de l'énergie de la terre. Elles se nourrissaient de minéraux et de gaz, transformant le soufre et le méthane en nourriture. Minuscules, mais puissantes, elles étaient les véritables fondations d'un monde neuf. Ces colonies seraient les héritières de la création, l'étincelle qui, en l'espace de millions d'années, reconstruirait la trame du vivant. Dans des cavernes profondes, des abris improvisés construits par des êtres humains durant les dernières années, avant l'impact, hébergeaient les derniers échos de la civilisation. Certaines de ces bases souterraines, isolées par des kilomètres de roches, avaient été conçues pour résister à la catastrophe. Elles disposaient de systèmes autonomes d'énergie géothermique et de réserves d'aliments conservés par le froid. Les descendants des derniers habitants apprirent à vivre dans l'obscurité, soutenus par des champignons et des algues cultivées grâce à la chaleur des roches. Les récits du jour de feu furent transmis comme des mythes, des souvenirs déformés d'un monde qui n'existait plus. Ces communautés survécurent des générations durant, s'adaptant lentement au nouvel environnement. Le corps humain changea, une peau plus pâle, des yeux plus sensibles, un souffle plus lent. L'espèce évoluait silencieusement sur une planète assoupie. Le savoir ancien, la science, l'art, la langue subsistaient en fragments, préservés dans des banques de données et des livres numériques scellés dans des coffres souterrains. Certains de ces dépôts seraient redécouverts des siècles plus tard, lorsque le monde reverrait la lumière. Pendant ce temps, à la surface, la glace commença à reculer. La planète se réchauffait de nouveau, non par la volonté des humains, mais par le cours naturel de la géologie. Les volcans relâchèrent des gaz, l'atmosphère retrouvait son équilibre, et le soleil revenait briller, encore timide, sur des sols dévastés. Les eaux de fonte formèrent des lacs et des mers, et sur les rives de ces bassins neufs, la vie recommença. D'abord des micro-organismes, puis des colonies plus vastes, capables de photosynthèse. Le cycle se répétait. La vie, née jadis entre le feu et la glace, renaissait exactement de la même manière. Les descendants des survivants humains émergèrent lentement de leurs refuges souterrains. Le ciel, autrefois noir, était désormais pâle et limpide. La lumière, tant redoutée, devint une bénédiction. Ils marchèrent parmi des ruines couvertes de lichens et de mousse, tentant de comprendre le monde reçu en héritage. Il n'y avait plus de civilisation, plus de frontières, plus de nations. La planète était revenue à un état premier, et les hommes, réduits à l'essentiel, réapprenèrent le sens de l'existence. Au fil des siècles, ces communautés s'éparpillèrent. Le savoir ancestral, gardé dans les coffres souterrains, commença à être redécouvert. Des fragments d'archives, d'écrits et de mémoires éveillèrent la curiosité des nouveaux peuples. Les machines furent réinterprétées comme des reliques sacrées, les livres comme des artefacts divins.
Le temps avait effacé la technologie, mais non le désir humain de comprendre. Ainsi naquit une science nouvelle, non basée sur des laboratoires et des satellites, mais sur l'observation, l'intuition et la révérence. Les rares chroniques du passé étaient lues comme des légendes. L'Atlas de pierre devint une figure mythologique, le dieu descendu du ciel pour purifier la terre et permettre sa renaissance. L'impact qui avait presque détruit l'humanité se transforma en mythe fondateur d'une civilisation nouvelle. Les survivants se voyaient comme des enfants du feu et de la glace, choisis pour recommencer le cycle. La nature, libérée de l'ingérence humaine, refleurissait. Des forêts renaissaient sur des terres jadis désertes, et de nouveaux écosystèmes apparaissaient dans un équilibre délicat. Les animaux, adaptés au froid et au manque, évoluaient en formes inédites. La planète n'était plus la même, elle était plus pure, plus silencieuse, plus sage, et en elle l'humanité réapprenait l'humilité. La civilisation qui émergerait de cette ère serait différente de toutes les autres. Il n'y aurait ni technologie déchaînée, ni désir de domination. Il y aurait une mémoire, la mémoire que le ciel peut tomber, que le soleil peut disparaître, et que l'univers est à la fois créateur et destructeur. Cette mémoire deviendrait la nouvelle fondation de la sagesse humaine. Avec le temps, l'espèce recommença à scruter le ciel. De nouveaux astronomes, guidés par l'instinct et la curiosité, reconstruisirent la carte des étoiles. Par une nuit claire, en observant l'espace profond, ils identifièrent peut-être une petite roche voyageant entre Mars et Jupiter, une ombre ancienne tournant en silence, et peut-être lui donnèrent-ils un nom, Atlas. Ils n'auraient pas su que c'était le même, mais l'univers, lui, l'aurait su. Des milliers d'années s'écoulèrent depuis l'impact. La Terre, autrefois ensevelie sous les cendres, recommençait à respirer. Les glaciers reculaient lentement, dévoilant des vallées vertes et des fleuves à peine nés. Le soleil, longtemps masqué, brillait à présent sur une planète rajeunie. L'air était redevenu limpide, l'atmosphère assez dense pour abriter une nouvelle ère d'équilibre. C'était comme si la planète avait traversé la mort pour revenir au point premier de la création. L'ancien monde avait disparu, et à sa place surgissait un nouveau, le nouveau monde Terre. Les premières couleurs à revenir furent le bleu et le bleu des mers nouvellement formées, et le vert des premières algues et mousses tapissant les bords des eaux. Ces organismes simples, descendants directs des micro-organismes qui avaient résisté à l'hiver d'impact, recommencèrent à libérer de l'oxygène. C'était la renaissance de la photosynthèse, le retour du souffle planétaire. En quelques siècles, l'oxygène reconstitua l'équilibre de l'atmosphère, permettant l'évolution de formes de vie plus complexes. La planète devenait un laboratoire vivant de reconstruction biologique. Des forêts repoussèrent là où régnait le désert. Des espèces nouvelles apparurent, façonnées par les pressions extrêmes du nouvel environnement. Des animaux adaptés au froid développèrent des fourrures épaisses et des métabolismes lents. D'autres, modelés par la chaleur des zones volcaniques, devinrent résistants à la température et au rayonnement. La vie se diversifiait, explorant chaque niche, chaque opportunité. La nature, libérée de la domination humaine, réinventait la Terre à sa façon, plus sauvage, plus pure, plus équilibrée. Les montagnes formées par la collision du Troie-Atlas se dressaient toujours comme des cicatrices colossales, visibles depuis l'orbite. C'étaient des marques de renaissance, des souvenirs géologiques de la fureur qui avait engendré le monde nouveau. En leur sein, des fleuves taillaient des vallées, transportant des minéraux et des nutriments fertilisant les sols. Ces minéraux, amenés des profondeurs par l'impact, nourrissaient des écosystèmes jeunes et féconds. Le cycle naturel se recomposait avec une précision presque mathématique, comme si l'univers l'avait prévu dès l'origine. Au fil des ères, la température se stabilisa. Les saisons revinrent. Le soleil traça de nouveau sa course régulière dans le ciel. Des pluies douces alimentaient les rivières et des nuages blancs remplacèrent le voile de cendres. La planète semblait soupirer. C'était un monde en paix, mais non semblable à l'ancien. L'équilibre d'hier avait disparu à jamais. À la place des espèces passées, une biodiversité nouvelle surgissait, forgée par les contraintes extrêmes du passé. Tout ce qui vivait désormais sur la Terre était l'héritier de la destruction. Les formes de vie issues de cette ère étaient plus résistantes. Des insectes et des plantes capables de survivre à l'obscurité et au froid devinrent dominants. Des espèces marines développèrent des peaux métalliques et des architectures bioluminescentes, reflets de la longue période sans lumière solaire. Les océans étaient désormais le berceau de civilisations microscopiques qui, un jour,
donnerait naissance à des créatures plus complexes. La vie, patiente et obstinée, réécrivait son histoire, une molécule après l'autre. Ce fut au cœur de ce processus silencieux qu'un événement singulier commença. Les communautés humaines ayant survécu dans les cavernes et les abris souterrains émergèrent sur une planète qui leur paraissait étrangère. Devant elles, il n'y avait pas de ruines, seulement la nature. Les villes avaient été absorbées par le temps, recouvertes de forêts et de pierres. Les vestiges de l'ancienne civilisation étaient devenus montagnes et reliefs. Le passé humain s'était dissous dans le cycle de la Terre, comme s'il n'avait jamais existé. Ces nouveaux habitants de la surface différaient de leurs ancêtres. Ils avaient appris à respecter l'équilibre naturel et à s'ajuster au cycle du monde. Ils ne bâtissaient pas de cités de béton, mais des villages de pierre et de bois, en harmonie avec leur environnement. La technologie restante était rudimentaire, mais le savoir ancestral persistait sous forme de mythes. Ils levaient les yeux et racontèrent des histoires sur le feu tombé du ciel, sur le dieu Atlas, qui avait détruit le monde pour le faire renaître. C'était l'écho lointain de la mémoire de l'impact, la transmutation de la science en mythe et de la peur en révérence. Au fil des millénaires, le nouveau monde Terre se stabilisa totalement. La biosphère atteignit un équilibre mûr. Des forêts couvrirent les continents, des mers profondes dominèrent le globe, et l'atmosphère prit une composition stable. Les pôles se regelaient naturellement, régulant le climat. C'était comme si la planète avait appris de son passé et ajusté ses lois pour préserver la vie. Les nouveaux peuples développèrent des cultures fondées sur l'observation de la nature. Ils honorèrent le soleil, la lune et les étoiles, non comme des dieux de destruction, mais comme des gardiens du temps. Chaque éclipse était célébrée comme souvenir de la nuit éternelle traversée par leurs ancêtres. Chaque aurore était accueillie comme un symbole d'espérance. Le monde avait oublié le nom humanité, mais il en avait gardé l'essence, la quête de compréhension de l'univers, même après avoir été brisé par lui. Des millions d'années plus tard, l'impact du 3i Atlas resterait visible, une cicatrice gigantesque, un anneau de montagne et des mers intérieures recouverts de forêts et de mystères. De futurs savants, descendants des nouveaux peuples, fouilleraient les couches de la croûte et découvriraient des traces d'une civilisation ancienne, des restes de métal, du verre fondu, des fragments de satellites fossilisés dans le sol. Et ils se demanderaient qui nous étions, comment nous vivions et pourquoi nous avions disparu. Et peut-être, au milieu de ces découvertes, percevraient-ils quelque chose de plus grand, que la destruction n'avait pas été la fin, mais la continuité du cycle naturel de l'univers, que chaque impact, chaque catastrophe, n'est que le prélude d'une création nouvelle, le nouveau monde. Terre tournait en silence, couvert de vie, sous la lumière douce du même soleil qui avait jadis brûlé sa peau. Et dans sa rotation calme, la planète semblait murmurer une leçon qu'aucune civilisation ne pouvait ignorer. La vie revient toujours. Le monde avait renaît. La vie était revenue. Le cycle avait recommencé. Mais, au-delà de la sphère bleue, rien n'avait changé. L'espace demeurait le même, froid, silencieux et immense. Le soleil continuait de brûler, indifférent à l'histoire de douleur et de renaissance qui s'était déroulée sur l'un de ces nombreux mondes. Les astres ne pleurent pas, ne célèbrent pas, ne se souviennent pas. Ils existent, simplement, et c'est cela qui les rend éternels. Tandis que la Terre reconstruisait sa propre histoire, l'univers poursuivait sa route. Les orbites des planètes restaient immuables. Jupiter tournait encore, majestueux. Saturne exhibait toujours ses anneaux de poussière et de glace. Les comètes, fidèles à leur destin, traversèrent le système solaire comme des messagères du temps. La ceinture d'astéroïdes, où le 3i Atlas était né il y a des milliards d'années, demeurait là, cimetière de mondes qui n'avaient jamais vu le jour. Et, parmi ces roches silencieuses, d'autres attendaient. Certaines petites, d'autres colossales, toutes poursuivant des trajectoires qui pourraient, un jour, croiser de nouveau le chemin de la Terre. Rien dans le cosmos n'est permanent, ni les étoiles, ni les mondes, ni nous. L'univers respire à des échelles de temps que l'esprit humain ne peut comprendre. Ce que nous appelons l'éternité n'est pour lui qu'un instant. Le soleil qui réchauffe aujourd'hui la Terre nouvelle s'éteindra un jour. Sa lumière deviendra rouge, puis faible, puis absente. La matière qui compose la planète sera rejetée dans l'espace, recyclée, absorbée, recomposée en de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes. Et quelque part dans ce cycle,
Peut-être qu'une autre planète bleue apparaîtra, peut-être avec d'autres formes de vie, peut-être avec des yeux levés vers le même ciel, cherchant à comprendre les mêmes questions. L'impact du 3i Atlas, aussi dévastateur fut-il, ne fut qu'un souffle au sein de ce processus sans fin, un léger ajustement dans les engrenages de l'éternité. L'univers ne connaît pas les tragédies, seulement les transformations. Ce qui fut la fin pour l'humanité n'était pour le cosmos que continuité, car dans l'espace il n'y a ni commencement ni fin, seulement le mouvement. La vie naît, grandit, disparaît et renaît, obéissant aux lois immuables de la physique et du temps. Les nouveaux habitants de la Terre n'en sauraient jamais toute la vérité. Ils lèveraient les yeux et verraient des étoiles. Certaines seraient mortes depuis des millénaires, mais leur lumière voyagerait encore, touchant la planète comme un écho du passé. Telle est la nature du cosmos. Ce que nous voyons est toujours ce qui a déjà été. L'univers est une mémoire vivante, où chaque photon porte la trace de quelque chose qui s'est éteint. Et c'est dans cette illusion de permanence que la vie trouve un apaisement, croyant, un bref instant, qu'il existe quelque chose d'éternel. Depuis l'espace, la Terre n'est qu'un point. Une étincelle bleue perdue dans l'obscurité. Aucun son ne s'échappe, aucune douleur ne résonne. Et pourtant, à l'intérieur de ce point, la vie palpite, petite, fragile, mais obstinée. Comme si elle savait que son rôle n'est pas de vaincre l'univers, mais d'exister en son sein fût-ce pour un instant. La beauté du vivant réside précisément dans cette désobéissance, dans cette insistance à fleurir au cœur de l'impossible. Les archives du 3i Atlas s'effaceront un jour. Les montagnes nées de l'impact seront rongées par le vent. Les cicatrices géologiques se dissoudront au fil des airs, et la planète continuera de tourner, paisible, sous le même soleil. La nature ne nourrit ni rancœur, ni peur. Elle suit son cours. Le cosmos n'a pas besoin de témoins. Il est à la fois spectacle et scène, acteur et récit. Tout ce qui existe fait partie de la même histoire, et cette histoire ne s'achève jamais. La Terre nouvelle suivra sa route. De nouvelles espèces naîtront, évolueront, domineront puis disparaîtront. Peut-être qu'à un futur lointain, une autre civilisation lèvera des yeux curieux vers le ciel et se demandera d'où elle vient, qui l'a créée et quel est son destin final. Et lorsque cette question résonnera, l'univers silencieux et infini répondra comme il l'a toujours fait, en continuant, car le cosmos n'a rien à dire. Sa réponse se trouve dans le mouvement des étoiles, dans l'éclat des galaxies, dans le cycle de la matière et dans la persistance du vivant. L'univers ne parle pas, il existe, et cette existence est la plus grande des vérités. L'impact du 3i Atlas n'a pas détruit la Terre. Il a seulement rappelé à l'univers que rien n'est immobile et que même la catastrophe est une forme de création. À chaque explosion, une étoile naît. À chaque effondrement, surgit une nouvelle chance. Et tant que l'espace existera, il y aura renaissance. L'univers continue. Il continuera toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément. La Terre a survécu, l'univers continue, et nous restons là, à observer, à tenter de comprendre ce que nous sommes au cœur de ce silence immense. Maintenant, dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire? De quelle partie du monde suivez-vous la chaîne? Racontez-le dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo.